Alors, cette confiance, on continue justement à la décrypter encore une fois tout au long de cette matinée. On essaie de mettre au point des plans stratégiques et passer en revue l'inspiration avec justement des grands noms du secteur. Cette fois-ci, on repart pour une revue de tendance parce qu'on le sait, on l'a dit tout à l'heure, la confiance, ça ne se décrète pas, mais ça se mérite. Emmanuel Rivière pour Quentin Arnaud, joint tout de suite pour en parler. Pour pouvoir passer en revue ces tendances. C'est vrai. Minutes. Bonjour à tous. Alors moi aussi, je suis très content de parler de confiance avec vous ce matin parce qu'il se trouve que ça fait, voyez-vous, 40 ans que Kantar, qui s'appelait à l'époque la Sofres, a décidé que c'était la question clé qu'il fallait poser pour comprendre le rapport des citoyens avec les gouvernants. Et donc ça fait 40 ans que tous les mois, pour le Figaro Magazine, nous demandons aux gens s'ils font confiance au président de la République, au Premier ministre, pour résoudre les principaux problèmes du pays. Avec le succès que l'on constate quand on voit l'évolution de la courbe en rouge, qui est celle de la défiance au cours des 2 dernières décennies. Ce qui fait de moi ce matin, j'espère que personne ne songe à le contester, un spécialiste du no trust. Ce qui me permet d'ailleurs d'ajouter à la maxime, alors que là, j'en suis sûr, personne ne conteste, no trust, no business, l'adage no trust, no election, et même no re-election. Ça marche à tous les coups, presque tous les coups. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, parce que, en fait, j'aimerais bien évoluer vers le trust, pour ne pas devenir aussi un spécialiste du no business. Et du coup, ça pose la question de la raison pour laquelle ça ne marche pas, ce rapport à la confiance. Et peut-être parce que la question que me posent à moi mes clients, pas que politiques, mais dans le secteur public, comment gagner la confiance, c'est peut-être pas la bonne question. Peut-être que la première question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'on la mérite, cette confiance? Est-ce que vous êtes digne de confiance? Alors je ne veux pas être méchant, je suis sûr que vous êtes digne de confiance, mais pourquoi? Est-ce qu'on se pose suffisamment la question de pourquoi est-ce que les gens doivent nous faire confiance et pourquoi peut-être on est moins en situation de réclamer la confiance sur certains aspects. Cette question-là, elle est rarement posée et on devrait peut-être commencer par la poser. Ainsi qu'une deuxième question, peut-être encore plus importante. Est-ce qu'on est capable de faire confiance? Emmanuel Vivier parlait tout à l'heure de réciprocité. Je crois que c'est une question clé par rapport à l'enjeu de la confiance. Est-ce qu'on manifeste de la confiance à nos clients? Alors je me suis un peu posé la question en tant que client. Est-ce que mon banquier me fait confiance? Plutôt oui, à vrai dire. Mais je n'ai pas l'impression qu'il évolue dans un univers où la confiance règne. Est-ce que ma plateforme de distribution préférée me fait confiance? Oui, apparemment, mais peut-être parce que ça lui coûte moins cher de me rembourser le colis que j'ai jamais reçu que d'essayer de me prouver que je ne l'ai jamais reçu. Pourquoi est-ce qu'on me fait confiance quand je rentre dans le tramway, mais pas dans le métro? Ce sont des manifestations quotidiennes qui, pour le coup, si je reviens à ma pratique professionnelle, ont vraiment leur importance parce que cette réciprocité de confiance, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mes collègues de Kantar Media ont travaillé sur ce phénomène important des fausses nouvelles et sur cette question, fausses nouvelles qu'on doit désormais appeler infox, ils ont fait une constatation très intéressante. 75% des gens pensent qu'ils sont confrontés à des fausses nouvelles. Quelle est leur réponse à ça? Ce que montre pas simplement d'ailleurs l'enquête Trusty News, tout un tas d'indicateurs, c'est qu'ils vont se reporter vers l'information journalistique, estampillée, professionnelle. Et mettre de côté les nouvelles, y compris d'ailleurs celles qui sont véhiculées par leurs proches sur les réseaux sociaux. On se tourne vers le journalisme de profession et on met de côté une information pas très bien validée. Quelle était la réponse des pouvoirs publics? À travers la proposition de loi sur les fake news, bloquer, punir les contenus. S'intéresse à ce côté-là. Curieux de ne pas davantage valoriser ce réflexe qui prouve que les gens sont peut-être dignes de confiance, y compris confrontés à des fake news. Un autre exemple récent, et je crois parlant,
le prélèvement à la source. Il ne vous a pas échappé qu'à un moment, il y a eu comme un doute. Les pouvoirs publics se sont dit, peut-être qu'on ne va finalement pas le lancer en 2019, en janvier 2019, ce truc était prévu, je vous rappelle, pour être lancé en 2018. Et quel a été le premier argument qui a jailli, dont on a pensé que c'était le bon? Les Français ne sont pas prêts. Quel mécanisme sous-jacent, quel sous-entendu, plus ou moins conscient, a fait penser que c'était le bon truc politiquement de dire « les Français ne sont pas prêts ». Alors évidemment, quand on entend ça, nous, on se dit « ah, c'est pas de nous qui parlent, c'est d'autres Français ». Parce que nous, on est plus comprenants. Mais franchement, où on va le chercher, ce Français qui se reconnaît là-dedans? Je ne suis pas prêt. Ils ont un truc bien, là, visiblement, c'est souhaitable, mais moi, franchement, ça va m'énerver, je ne vais rien comprendre. Il existe difficilement, ce Français-là. Quelle drôle de manifestation, surtout pour ensuite dire, en fait, on craignait qu'il y ait des bugs, et chercher un peu dans les coins et se rendre compte qu'effectivement, un certain nombre de Français pouvaient être perdants sur le premier trimestre, et donc corriger aussi certains mécanismes d'application. Et là, on a des mécanismes plus ou moins conscients, alors ça passe peut-être, mais en fait, ça ne fabrique pas un système de confiance réciproque. J'ai partagé avec vous 2 chiffres, en première exclusivité mondiale, que personne d'ailleurs ne verra plus jamais parce qu'on va utiliser ces 2 indicateurs dans un modèle d'engagement. Le premier chiffre, c'est la proportion des Français qui ressentent de la confiance à l'égard de leurs gouvernants. Bon, 27%. C'est pas fameux, vous allez me dire, là, pardon, rien de nouveau. Le deuxième chiffre est peut-être plus intéressant. C'est la proportion de Français qui pensent que leur gouvernement leur fait confiance. Cette question-là, on ne la pose jamais. C'est encore pire, 21%. Ce qui veut dire qu'il y a des braves gens, quand même, qui nous ont répondu « Moi, je fais confiance au gouvernement, mais franchement, la réciproque n'est pas vraie. » Et là, on est vraiment dans un schéma où on fabrique de la méfiance réciproque. Et si on faisait le pari inverse? Et si on faisait un pari de mettre en place un schéma de confiance réciproque? Eh bien, je reviens à ma première idée. En quoi est-ce qu'on est digne de confiance? En fait, ça commence par là. Et là où j'ai l'impression, moi, d'évoluer un peu vers le trust, voire beaucoup, c'est quand, avec mes clients, on travaille là-dessus. C'est quoi nos vraies valeurs? Ce en quoi on croit profondément? Et du coup, c'est quoi nos atouts? Ce sur quoi on est vraiment bon? Parce qu'on ne peut pas être bon partout. Et du coup, quelles promesses on va être capable de tenir pour ensuite la délivrer? Alors évidemment, si ce en quoi on croit profondément n'est pas aligné avec ce en quoi on est bon, là, il y a un problème de base, mais c'est rarement le cas. Mais faire ce travail qui consiste à reconnaître qu'on est moins bon sur certains aspects, mais à créer cet alignement, ce en quoi je crois, ce sur quoi je suis bon, ce que je vais promettre et ce que je vais délivrer, je crois que ça ne vaut pas que en politique, et que ça crée ces mécanismes vertueux et indispensables d'ailleurs, parce qu'on pourrait passer la journée à parler de l'interne, des collaborateurs dans cet enjeu de la confiance. S'il n'y a pas alignement entre ce que je raconte et ce que je fais, les premiers qui le remarquent, c'est nos collaborateurs. Et pour peu qu'ils soient un peu en contact avec les clients, non seulement ils le remarquent, mais ils l'expriment. Donc ça commence par là, et après, il y a ce pari et la confiance mutuelle. Alors il n'est pas évident à faire ce pari. Emmanuel Vivier, tout à l'heure, rappelait à juste titre que la confiance est la base de la société. Enfin, le climat n'est pas celui-là. D'ailleurs, dans l'univers des politiques publiques, et surtout dans l'univers politique, quand on est community manager, par exemple, ça ne donne pas une image de l'humanité extrêmement rayonnante. Ça donne même parfois envie de se pendre. Le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique, a tous les ans son baromètre sur la confiance, a mesuré à 69% la part des Français qui disent « on n'est jamais trop prudent quand on a affaire aux autres ». Je ne parle pas que de politique, là. On n'est jamais trop prudent quand on a affaire aux autres. L'enquête Connected Life de Kantar TNS, ce qui s'appelait « Confiance dans un monde digital », montrait surtout une défiance accrue, des gens de plus en plus suspicieux sur ce que les marques font de nos données. Donc c'est pas facile de faire ce pari de la confiance réciproque, mais parce que ce 69%, cette défiance digitale, aurait dû tuer dans l'œuf un certain nombre d'initiatives. Et pourtant, il y a bien des gens qui sont capables d'aller acheter des choses à des inconnus dont ils n'ont jamais, qui sont contrôlés par personne. Ah si, peut-être ils sont un petit peu contrôlés quand même. Et si Le Bon Coin, Blablacar, Airbnb et d'autres marchent, en dépit de ce constat, de cet univers de défiance, c'est parce que tous ces acteurs ont su créer des mécanismes de confiance. Finalement, moi, Français moyen, méfiant,
je me base sur la défiance des autres en me disant « Oh, si les gens méfiants comme moi ont validé celui-là, ce covoitureur, ce loueur, bon, je peux lui faire confiance. » Et c'est comme ça qu'on fabrique des mécanismes et qu'on produit de la confiance. À chaque fois que quelqu'un laisse un commentaire positif sur une de ces plateformes, il crée la confiance nationale brute. Il n'y a pas que dans le digital d'ailleurs, vous êtes très digitaux, mais dans la vraie vie, ça marche aussi. Vous avez une expérience à Leroy Merlin qui a consisté à former les vendeurs, division sur les peintures, en magasin devant les clients. Et créant une expérience incroyable. Confiance nationale brute augmentée. Nos amis partenaires de OnePoint ont créé un modèle dans leur activité conseil, ce sont des acteurs de la transformation digitale, je suis conscient que le temps a filé. Ils proposent une prestation à un prix inférieur à celui du marché, en disant « mais prévoyez plus au cas où vous seriez très content. Je suis capable de me reposer sur un jugement subjectif pour être rémunéré, je crée de la confiance nationale brute. » Et c'est ça, ce sur quoi je vais conclure, puisque le chronomètre m'y invite avec une insistance croissante, c'est la capacité que l'on a à créer ces espèces d'écosystèmes de confiance, à ne pas considérer la confiance comme un dû, évidemment, ni même comme une espèce de trésor qu'on va extirper, mais comme quelque chose qu'on va commencer à fabriquer, parce qu'avant d'être du business, la confiance, c'est ce qui crée de la confiance, et finalement de la croissance. Et je vous remercie de votre attention et de votre patience.